RTS. L'affaire Favre-Chapuisat. Cela pourrait surprendre qu'une émission comme Telle Quelle s'intéresse à un phénomène qui ressort du monde du football. Mais le retentissement même de cet incident, banal en apparence, nous a amené à tort ou à raison à le considérer comme un fait de société. Ce soir, sur ce plateau, vous découvrez messieurs Chapuisat et Favre, que nous remercions très sincèrement d'être venus ici, sur le plateau de Telle Quelle, et qui se rencontrent pour la première fois depuis le 13 septembre. La balle revient à Verticozen, Chapuisat, encore une fois Chapuisat. Ah bon, cette fois-ci elle est au fond. 3 fois par Chapuisat, Lausanne mène 1-0 après 8 minutes de jeu. Schneider, Hasler, très entreprenant Hasler, Favre et goal. Une bonne récupération du ballon par les Servetiens pour que Lucien Favre, après un peu plus de 30 minutes, ne marque le 3e but. Servette 3-1. Servette maintenant à la victoire en point de mire. Tous les passionnés de football le savent, les blessures dues par exemple à un mauvais geste de l'adversaire font partie des risques du métier. On voit régulièrement des joueurs se blesser, que ce soit sur les terrains professionnels ou dans les équipes amateurs. On peut donc considérer ce genre d'incident comme étant malheureux, mais ils sont plutôt banals. Pourtant, un vilain tacle dans un derby roman de 1985 va faire couler beaucoup d'encre pendant plusieurs années. Le vendredi 13 septembre 1985, l'équipe du Servette FC reçoit le Vevey Sport. Un match de championnat qui voit s'affronter 2 noms bien connus des supporters. Lucien Favre, à l'offensif du côté de Genève, et Pierre-Albert Chapuisat dans la défense veuvezane. À la 42e minute, Lucien Favre se fait violemment tacler au genou par son adversaire du jour. Le choc est violent. Peu après, le diagnostic tombe. La rotule du genou gauche est endommagée et les ligaments croisés déchirés. Les images télévisées vont faire scandale. Pour Favre et son club, il s'agit d'une agression caractérisée. Ils porteront l'affaire devant la justice. Ce sera une première pour la justice suisse. Les tribunaux du pays vont juger une faute commise sur un terrain de football. C'est l'histoire de ce tacle devenu un véritable fait de société que nous vous racontons dans cet épisode de 1001 archives intitulé « L'affaire Favre-Chapuisat, du terrain de foot à la justice ». Pour comprendre pourquoi cette affaire a passionné les foules et la presse, il faut se pencher sur la carrière et la réputation des 2 protagonistes principaux. Commençons par l'aîné. Pierre-Albert Chapuisat, plus connu sous le nom de Gabet, est né le 5 avril 1948 à Lausanne. Chez les Chapuisat, le virus du football s'attrape très tôt, comme il l'explique au micro de Philippe von Bourg en 2004 dans l'émission Passion Sport. Oui, on n'a vécu que pour le foot. À l'époque, on n'avait que le foot. On n'avait pas, disons, par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont 56 000 moyens de pouvoir, s'amuser ou s'évader. Nous, c'était le foot. Et surtout avec un père, encore joueur, actif à l'époque en Ligue B, puis après entraîneur et tout. Du matin au soir, les rares moments qu'on peut passer en famille, les discussions, elles tournaient toujours autour du ballon. Donc, comme on dit, c'est vraiment une passion de naissance. À 12 ans, en 1960, Gabet Chapuisat rejoint les juniors du Lausanne Sport, le club dans lequel il passera presque l'intégralité de sa carrière. 5 ans plus tard, à 17 ans, il y commence sa carrière professionnelle. En 1967, il inscrit, à 19 ans, un but contre le FC Sion en demi-finale de Coupe de Suisse qui permettra à Lausanne de se retrouver en finale contre le FC Bâle. Cette finale est d'ailleurs gravée dans la mémoire des supporters lausannois puisqu'elle est entrée d'une façon malheureuse dans l'histoire du football helvétique. En effet, à la 88e minute, les 2 équipes sont à égalité 1 partout. L'arbitre prend alors une décision contestée en accordant un pénalty aux Bâlois. Le tir est transformé. Les joueurs lausannois décident de faire grève en s'asseyant sur le terrain pour montrer leur mécontentement. Refusant de continuer la partie, le Lausanne Sport perd le match par forfait 3-0. Revenons à Gabet Chapuisat. Le Vaudois est connu du grand public pour son talent, mais aussi pour son côté colérique sur le terrain et son franc-parler. En 1970,
L'entraîneur Roger Raymond répond à Jean-Jacques Tillman sur le culot de Chapuisat, un autre de ses traits de caractère bien marqués. Ah, tu sais, c'était Gabé, quoi. Mais vous avez retrouvé un peu de son père dans le caractère du fils? Un peu, oui. Un peu. Oui, oui. C'est plus marqué. Mais le père était beaucoup moins culotté que le gosse. Gabé 2, si on veut dire. Lui, alors, il a tout le temps eu ce culot. Vous avez vu le premier match international qu'il a donc fait ici. Donc, à la Pontaise, il a joué comme s'il jouait avec le Danssport. C'est ça. Et jouer avec le premier match qu'il a joué donc, avec la première, c'est comme s'il jouait en junior. Ouais. Il m'a tout le temps dit, Gabé dit à qui voulait l'entendre, puisque je joue, c'est preuve que j'ai ma place. Donc, et c'était sa force. C'est sa force. À part sa classe de footballeur. Ouais. Mais ça, c'est ce qui manque beaucoup à de jeunes. C'est ce culot, c'est ce vouloir. Le caractère de Chapuisat était déjà bien présent avant même de fouler la pelouse des terrains professionnels. Son instituteur de Saint-Pré en témoigne dans la même émission de 1970. Je garde un bon souvenir, c'était un élève travailleur, volontaire, qui naturellement déjà comment dire, jouait au football énormément, plus que de raison, là à côté du collège. C'était déjà vraiment un garçon qui y allait. Ça faisait du tort à ses études? Non, en tout cas pas dans ma classe. Pas dans ma classe. Bien sûr, je l'ai eu à 10 ans, alors avant qu'il aille au collège, puisqu'il était au collège, mais il travaillait très bien. Pour autant que je me souvienne pas. Alors là, dans le jeu avec ses petits camarades, est-ce qu'il avait déjà cette impulsivité? Ah oui. Parfois, oui. Les limites. Oui. Ouais. Il était très impulsif. Ouais. Il a toujours été très impulsif. Du reste, son frère aussi. Plus tard, quand on interroge Pierre-Albert Chapuisat sur sa réputation de colérique, il répondra ceci. Je pense qu'il y a quand même deux personnages. Je suis convaincu, dans le sens qu'il y a le Chapuisat de la vie civile et le Chapuisat du terrain. J'ai de la peine à me retrouver, disons, sur le terrain. Je constate de plus en plus que je ne suis pas le même. Sur le terrain, comme je dis, je suis un passionné de football, du sport en général. Qui dit un passionné, j'aime gagner, c'est normal. Donc j'ai du tempérament et des fois, il a eu arrivé que je l'ai, disons, trop laissé apparaître. Mais je pense qu'avoir cette rage de vaincre, c'est quand même un élément positif sur un terrain de football. Lors de la saison 1972-1973, Gabé Chapuisat est prêté à Paris. Ce sera sa seule saison à l'étranger. Il reviendra à Lausanne avant de rejoindre le FC Zurich en 1976. Les Zurichois sont champions de Suisse en titre, ce qui va permettre aux Vaudois de participer à l'épopée européenne du club en Coupe des clubs champions européens, l'ancêtre de la Ligue des champions. Le FC Zurich atteint la demi-finale, éliminé par le futur vainqueur de la compétition, le FC Liverpool. Après 3 saisons à Zurich, il retourne de nouveau à Lausanne Sport, avec qui il gagne en 1981 la finale de la Coupe de Suisse. Ce titre l'inscrit définitivement comme l'un des joueurs les plus emblématiques du club. À 36 ans, Chapuisat est transféré au Vevey Sport, une équipe qu'on retrouve plutôt en bas du classement. En juin 1985, 3 mois avant le match fatidique, voilà comment le journal 24 heures le présentait. S'il fut enfant terrible du football suisse, Gabé Chapuisat n'en demeure pas moins et aujourd'hui plus que jamais une des personnalités attachantes. À 37 ans, il continue à surprendre tant sa passion et son enthousiasme pour le foot sont demeurés intacts. À croire qu'il a trouvé une formule miracle pour assurer sa longévité. Après le caractériel joueur défensif, passons au gaucher offensif, second protagoniste de l'affaire. Lucien Favre est né le 2 novembre 1957 à Saint-Barthélemy dans le canton de Vaud. Après quelques années à Oulan, il réalise son rêve d'enfant en rejoignant lui aussi les juniors du Lausanne Sport. C'est dans la capitale vaudoise qu'il commencera sa carrière au plus haut niveau, avant de partir à Neuchâtel-Xamax puis au Servette FC. Il ne fera lui aussi qu'une saison à l'étranger, au Toulouse FC, en 1983-1984, avant de revenir à Servette. Son talent le fait aussi passer par l'équipe nationale. Il dispute 24 matchs avec la Nati et se fait remarquer dès sa première sélection en marquant contre les Pays-Bas. Pourtant, sa relation avec l'équipe nationale est compliquée. Lucien Favre, c'est le meneur sur le terrain. On admire son jeu intelligent et sa superbe technique.
Pourtant, son style de jeu ne correspond pas au genre plus musclé et physique prôné par le sélectionneur de l'époque, à tel point qu'il finira à 27 ans par refuser de porter les couleurs nationales, n'étant pas certain d'avoir une place importante au sein de l'équipe. Assez rapidement, Lucien Favre se retrouve à traîner derrière lui une réputation de diva capricieuse, en particulier dans la presse suisse alémanique. En 1985, il essaie d'expliquer la source de cette réputation. J'ai eu des positions très catégoriques, notamment avec l'équipe nationale. Et en ce qui concerne un journal qui s'appelle Blick, suisse-allemand, c'est certainement ça qui a déclenché un peu toutes ces rumeurs. En effet, assez rapidement, le Blick prend le vaudois en grippe. En plus, dans la population, on a l'image d'un Favre plus aristocrate que populaire. Son niveau de vie dérange. Un point sur lequel il répond dans le même reportage de 1985. Oui, on parle beaucoup de moi à ce sujet. Je sais qu'on m'a un peu collé une image. Une image de quoi ? Je dis, on parle d'argent à mon sujet, puisque vous me posez la question. Alors, je répète que le football, c'est avant tout ma passion. C'est vraiment une passion vraiment super profonde, quoi. Et de toute façon, quelqu'un qui a réussi ou qui a de l'argent, on croit toujours que c'est l'argent des autres en Suisse. Mais je dirais que je reconnais que j'ai de la chance d'avoir un talent qui me rapporte plus que d'autres métiers, c'est vrai. En 1985, au moment du match fatidique et du procès qui s'ensuivra, ce n'est pas uniquement cette faute de tacle qui va les opposer. C'est également deux types de footballeurs qui s'affrontent aux yeux de la presse et de la population. Le colérique mais populaire Gabet, qui arrive gentiment en fin de carrière et qui joue un football instinctif, contre le meneur de jeu technique et méthodique qu'est Favre. Alors, que s'est-il passé pendant ce fameux match de championnat entre Servette FC et Vevey Sport le 13 septembre 1985 dans le stade des Charmilles à Genève ? Avant le match, la partie semblait perdue d'avance pour Vevey qui se plaçait en avant-dernière place du classement puisqu'il affrontait les leaders du championnat. À la 42e minute, alors que Servette mène au score, Lucien Favre, en possession du ballon, s'approche à 20 mètres de la cage veveysanne. Il dribble plusieurs joueurs quand soudain Gabet Chapuisat le tacle. Le choc est terrible, mais l'arbitre n'a pas bien vu l'action, certainement à cause du nombre de joueurs qui se trouvaient dans la zone. Il n'est donc pas en mesure de sanctionner le geste. Favre est conduit à l'hôpital, le diagnostic tombe. La rotule du genou gauche est endommagée et les ligaments croisés déchirés. Son équipe gagnera malgré tout le match 4-1. Après le match, ce n'est pas cette action qui fera le gros titre du journal 24 heures, mais la mauvaise prestation des Veveysans. Le journaliste Philippe Dubat écrira tout de même ces quelques lignes dans son résumé du match. Dommage, vraiment dommage, alors que Servette avait renversé le score logiquement, que cette soirée tranquille ait été ternie par la sortie de Lucien Favre. Une attaque servettienne, une mêlée, un duel, un choc Chapuisat-Lucien Favre. Difficile de cerner réellement la responsabilité du Veveysan, mais son pied était haut et le numéro 10 servettien restait au sol. L'action est vilaine, mais ne semble pas créer de polémique sur le moment. Mais voilà, la télévision était présente au bord du terrain et a filmé la scène. Ce sont les images télévisuelles qui vont véritablement lancer le débat. Elles permettent de voir ce que l'arbitre ne pouvait pas voir sur le moment. Au ralenti, on voit Chapuisat glisser sur la pelouse sur la gauche de Favre. Sa jambe repliée bloque le ballon, mais sa jambe droite tendue percute le genou gauche de Favre. On devine même un peu la torsion du genou malgré la qualité de l'image de l'époque. Quand on demande à Chapuisat de regarder la vidéo du tacle, voilà son analyse. Je vois que ça va très très vite, on me voit au dernier moment parce que Lucien Favre est sorti d'une série de dribbles où même à la rigueur, il a même fait faute sur Gavier, donc c'est pas moi à juger. Je suis libéraux, je vois Favre s'infiltrer entre mes demi parce que c'est le milieu du terrain et moi, c'est toujours à la sortie du dribble. Au moment où je l'ai vu sortir du dribble, j'ai décidé d'intervenir. Je suis parti dans un tackling. Comme j'ai dit, c'était un terrain où il y a la rosée, donc glissant. J'ai taclé comme d'habitude, c'est-à-dire toujours avec le pied droit en avant parce que je ne sais pas tacler de l'autre côté. Donc, je n'ai pas changé mes habitudes pour cette action. Ça dure une fraction de seconde. Le ballon est là.
parce que la preuve, c'est que je l'ai encore touché. Peut-être que mon pied est un peu haut, mais ça, quand on part en glissade comme ça, on part souvent, on est dans une situation presque incontrôlable. Et c'est exactement ce que je pensais. De son côté, Lucien Favre n'a pas la même interprétation des images. Ça fait mal, très mal. Je m'en rappellerai toujours. Mais Chapuisat, que je rejoue pas, il devra s'en souvenir. Et les gens, certaines personnes qui acceptent ce genre de faute, ceux-là, je les accuse de cautionner, d'encourager la violence. Personnellement, le jour où je serai entraîneur, qu'un joueur fasse un geste comme ça dans mon équipe, je le sanctionnerai immédiatement. Pour vous, il est hors de question qu'il puisse s'agir d'un accident de jeu. Oh, c'est pas un accident de jeu, c'est sûr, c'est une agression. Quelques jours après ce match, Chapuisat reçoit une première sanction pour son tacle. Il est licencié par le Vevey Sport. Le responsable du club, Paul Rinzeau, explique cette décision en s'adressant aux joueurs de l'équipe. J'ai surtout été très très choqué par les images de la télévision, comme tout le monde. Alors on est à un stade où il faut maintenant quand même réagir et réagir très fortement. Il ne suffit pas d'avoir des panneaux fair play pour que le sport redevienne ce qu'il devrait être. Il y a trop d'agressions, il y a trop de blessures. Et je pense qu'il faut arriver non pas à simplement avoir des intentions, mais il faut des actes. Peu après sa blessure, Lucien Favre décide de porter l'affaire en justice. Une partie de l'opinion soutient Favre, le blessé, surtout face à la vidéo assez impressionnante de l'action qu'il a subie et qu'on se passe et repasse au ralenti. Pourtant, pour une autre partie du public, Chapuisat, le bourreau, devient la victime, viré par son club et potentiellement condamnable par les tribunaux. Certains reprochent aussi à Favre d'avoir sorti le football du terrain et de l'avoir conduit devant la justice. Une menace selon eux implicite pour tous les footballeurs au jeu un peu trop engagé ou musclé. 2 mois après ce match, c'est dans une ambiance très tendue que Favre et Chapuisat se retrouvent sur le même plateau télé pour l'émission Telle Quelle. Un nouveau chapitre encore une fois assez atypique dans cette affaire, puisqu'on ne voit pas souvent un blessé et l'homme coupable de la faute débattre de l'action côte à côte à la télévision. Après avoir regardé ensemble un reportage donnant le point de vue des deux camps, un débat est organisé entre les deux hommes. 3 questions se posent. La violence dans les stades, l'intervention de la justice en matière sportive et le rôle de l'image télévisée qui sert de témoin dans l'affaire. Les deux hommes, interviewés par Renato Burghi, restent sur leur position, par exemple en ce qui concerne le rôle de la justice dans des actions sportives. Donc vous pensez qu'on peut, dans des cas pareils, pour moi, c'est une évidence, faire intervenir c'est tout à fait normal. la justice. Et vous, pour le bien du football. Pour le bien du football, vous dites. C'est évident. Vous pensez aussi que c'est pour le bien? Je trouve pathétique parce que jusqu'à tu as eu ton incident, tu n'avais jamais pris position pour le fair play, pour la violence. Bon, c'est très bien, mais je constate. Mais par contre, je pense que si le football devrait prendre cette direction, ça serait très dangereux pour lui. Quand le procès commence, Lucien Favre est plus optimiste sur ses chances de retrouver tous ses moyens. Pourtant, il est décidé à aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire, non pas pour une question d'argent, mais selon ses propos de l'époque, pour que ce type de geste ne soit plus visible sur un terrain de football. Pour la première fois en Suisse, une faute commise sur un terrain de football est jugée par un tribunal. C'est aussi la première fois qu'une image de télévision est prise en compte, si ce n'est sur un plan décisionnel, en tout cas pour un complément d'information dans le cadre d'un procès. En 1987, le verdict tombe. Voilà un résumé qu'en fait le présentateur radio du Journal du Soir le 11 juin 1987. Le verdict est tombé dans le procès de la 42e minute d'un certain match Servette-Vevey le 13 septembre 85. Le tribunal de police de Genève a condamné aujourd'hui Gabé Chapuisat à une amende de 5 000 francs ainsi qu'aux frais de procédure pour lésions corporelles simples commises par négligence, 5 000 francs donc d'amende. Les ligaments du genou déchirés, Lucien Favre, joueur servétien, avait dû renoncer à jouer et s'entraîner 9 mois durant. La justice a donc coupé la poire en deux. D'un côté, elle ne reconnaît pas la volonté délibérée de blesser dans l'action de Chapuisat. De l'autre, elle envoie un message clair à tous les footballeurs. Tout n'est pas permis sur un terrain de jeu.
Les joueurs sont prévenus, ils peuvent être sanctionnés par un tribunal en cas de comportement mettant en danger l'intégrité physique de leurs adversaires. L'autre enseignement qu'on retiendra de ce procès, c'est le témoignage qu'apporte la télévision, comme l'explique le journaliste Éric Walter dans le même journal du soir de 1987. En effet, la faute de Chapuisat avait échappé à l'arbitre M. Galère. Mais les images de la télévision projetées dans la salle d'audience ont prouvé au juge qu'il y avait bel et bien une faute caractérisée. Cela signifie que les footballeurs doivent désormais se sentir justiciables de leur violence, même si celle-ci échappe à l'arbitre. Après avoir vu et revu l'agression de Chapuisat sur un petit écran, bien des amateurs de football ont dit « Cela arrive tous les dimanches sur des dizaines ou des centaines de terrains. Avec les juges genevois, nous préférons dire « Plus jamais ça ». Comment les deux joueurs ont-ils vécu ce chapitre de leur carrière et que s'est-il passé pour eux par la suite ? Pour Lucien Favre, cet événement marquera le début de la fin de sa carrière de joueur. Il portera le maillot de Servette encore quelques années, mais il n'arrivera jamais à retrouver son niveau. En 1991, il tourne la page et commence sa carrière d'entraîneur au FC Échallens. En 1997, il est engagé par le Yverdon Sport FC, alors en mauvaise posture en Ligue nationale B. 2 ans plus tard, l'équipe est promue en Ligue nationale A, maintenant appelée Super League, et terminera même la saison suivante à une étonnante 5e place. Il retournera ensuite au Servette FC où son équipe remportera une victoire de Coupe de Suisse et fera un beau parcours en Coupe de l'UEFA. Il partira en 2003 à Zurich et il sera élu meilleur entraîneur suisse 2 années consécutives en 2006 et 2007. S'en suivront ensuite quelques années en Allemagne, notamment au Borussia Mönchengladbach, qui fera une remontée spectaculaire dans l'élite allemande. Il est élu meilleur entraîneur de Bundesliga en 2009, 2011 et 2015. Malgré les accomplissements de Lucien Favre, cet incident continue de le poursuivre. L'affaire Favre-Chapuisat est par exemple évoquée dans l'émission Mise au point en 2017. Émission dans laquelle Lucien Favre dit ne plus vouloir revenir sur cet épisode. Et puis voilà, c'était arrivé, il avait fait une grosse faute, il le sait très bien. Moi, c'est fini pour moi, je ne veux plus parler de ça. Moi, j'aimais bien Gabé comme joueur. C'était, lorsque j'étais au junior de Lausanne, c'était voilà. Etc. Et puis c'est tout, c'est fini, c'est navrant, mais c'est fini, quoi. C'est fini. Moi, je suis pas comme ça, je vais de l'avant, puis c'est tout. De son côté, Chapuisat, licencié du Vevey Sport, terminera sa carrière de joueur dans un autre club de 2e division, le FC Renan, en 1987. À la même époque, c'est un autre Chapuisat qui commence à faire les gros titres. Son fils Stéphane débute sa carrière professionnelle la même année au Lausanne Sport. L'attaquant, bien plus calme et discret que son père, sera considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur suisse du XXe siècle. Une dénomination notamment due à sa victoire de la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund en 1997. La passation de pouvoir aura même lieu sur le terrain puisque, comme Gabé Chapuisat le raconte dans cette archive de 2004 de l'émission Passion Sport, le père et le fils se sont affrontés officiellement sur un terrain. Oui, malheureusement, la télévision n'était pas au rendez-vous ce jour-là, ce que je regrette encore parce que ça peut être des images extraordinaires. Je pense que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du football suisse que le père et le fils réunis dans une compétition de Ligue nationale se rencontrent. Un match assez spécial où Stéphane a vécu dans la peur, la frousse et le trac, ce qui n'a pas empêché de marquer le goal victorieux pour Malais. Donc, mais un souvenir extraordinaire, quoi. On en rit encore aujourd'hui, quoi. Gabé prendra comme Favre le virage vers une carrière d'entraîneur à partir de 1988. Il passera par plusieurs clubs suisses de Challenge League ou Super League, comme Yverdon Sport, Étoile Carouge ou Sion, jusqu'à la fin de sa carrière en 2015. L'affaire Favre restera une vilaine tache sur la fin de la carrière du Vaudois. Une affaire dont on lui reparlera encore de longues années, comme en 2004, toujours dans Passion Sport. Près de 20 ans après les événements, le sujet commence d'ailleurs un peu à le lasser. Écoutez, elle commence un petit peu à mériter cette affaire Favre. Je crois que c'était le 13 septembre 1985.
En plus, un vendredi, donc des dates que l'on peut oublier, ça va faire 20 ans, j'estime qu'il y a prescription. J'ai vu plus horrible et plus affreux sur le terrain de football. Le malheur a voulu que ce jour-là soit réuni en face de deux tronches du foot suisse, un Gabé Chapuzat en fin de carrière, mais qui est encore super compétitif avec Vevey, et une diva de l'époque, Lucien Favre. Et on a voulu faire une affaire financière, donc c'était une histoire d'homme et un accident malheureux sur un terrain de foot. Et je pense que cette histoire a pris des proportions qu'elle n'aurait jamais dû atteindre. Depuis cette affaire, très peu de faits survenus pendant des matchs de foot ont fini devant un tribunal, et c'est encore plus exceptionnel que la plainte aboutisse sur une condamnation. En 2018, Robert Breiter, du département juridique de l'Association suisse de football, dit n'avoir connu que 5 cas, toutes ligues confondues durant les 15 années précédentes. L'affaire Favre-Chapuisat reste donc exceptionnelle dans l'histoire du football suisse. C'est la fin de cet épisode de 1001 Archives. 1001 Archives est un podcast proposé par les archives de la RTS. Pour cet épisode, Amandine Rosset à l'écriture, Thierry Châtel à la réalisation et Grégoire Moll à la production, avec les voix de Sophie Richard et Patrick Delétro. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Favre-Chapuisat ? Racontez-nous en nous envoyant un mail à l'adresse 1001archives@rts.ch 1001 archives au pluriel @rts.ch. Et vous retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de ce récit, ainsi que d'autres archives sonores et audiovisuelles sur notre site internet rts.ch/archives. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur l'application Play RTS, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute habituelle.